Alors, les éléments, eh bien, pour parler de l'arc-en-ciel, par exemple, le marin considère l'arc-en-ciel comme un chemin entre le monde des vivants et le monde des morts. Il peut créer des tempêtes en aspirant l'eau de mer par les deux bouts. L'arc-en-ciel ne doit jamais être montré du doigt, sinon le bateau serait victime de tempêtes. Alors, les matériaux maintenant, dans les matériaux qui font l'objet de superstitions, nous avons le charbon. Le charbon est un matériau très bénéfique et protecteur. Quand vous en trouvez un morceau au bord de la mer, il faut le donner à un marin qui le mettra dans sa poche et qui lui évitera la noyade. Si la femme d'un marin, en attisant le feu, retourne un morceau de charbon, elle retourne également le bateau sur lequel vogue son mari, le conduisant ainsi à la mort. Après le charbon, nous avons l'émeraude. Alors l'émeraude, c'est une pierre précieuse très bénéfique. C'est la pierre de l'espérance, de la jeunesse et de la vitalité. Cette pierre était utile aux marins, bien que rare, mais elle l'écartait des tempêtes et des dangers. Puis, nous avons l'or. Alors, on a déjà évoqué la boucle d'oreille. La boucle d'oreille du marin qui, si possible, doit être en or, parce que l'or a des vertus protecteurs que les autres matériaux n'ont pas. Et l'or guérit la vue et prévient des maladies des yeux. Et je vous certifie qu'en mer, avoir une bonne vue, c'est un atout. Il faut voir de loin, il faut voir clair, et ce sens-là de la vue est hyper important lorsqu'on est en mer. Ensuite, nous avons le rubis. Le rubis qui met le marin, soi-disant, à l'abri de la noyade. Donc voilà pour les éléments. Ensuite, nous avons les objets. Les objets qui font l'objet donc de croyances et de superstitions. Alors, par exemple, les Anglais qui ont leur bol de petit déjeuner retourné, ils voient le présage de leur quille de bateau en l'air. Certains tirs au flanc ont retourné leur bol discrètement pour prétendre qu'ils allaient porter malheur au navire afin de s'épargner un long voyage. Vous voyez ? Alors, il y a les bottes aussi. Alors, si un marin demande à ce qu'on lui ramène ses bottes et que la personne qui les lui apporte les transporte sur l'épaule, le marin ne partira pas en mer. Le bouchon, à présent. Pour faire une bonne pêche, le marin fait une entaille sur un bouchon de son filet et y glisse une pièce de monnaie. Pour en revenir aux boucles d'oreilles, les marins portent des boucles d'oreilles depuis très longtemps, hein, mais elles sont sujettes à de nombreux symboles. Déjà depuis l'Antiquité. Porter un anneau d'or à l'oreille, ça préserve de la noyade et des naufrages. Le marin doit obligatoirement se percer l'oreille et ne pas utiliser des boucles à pince. Le trou dans le lobe procure une bonne vue et éloigne des maux ophtalmiques. Le marin aura une assez bonne vue pour repérer de loin des écueils, des navires ennemis, etc., etc. L'anneau d'or à l'oreille est aussi un trésor pour le marin, principalement destiné au curé pour payer ses obsèques si celui-ci venait à mourir loin de son pays. La boucle d'oreille était le symbole des fiançailles entre le marin et la mer. Enfin, la boucle d'oreille était souvent portée par le marin
seulement lorsqu'il avait réussi à franchir le Cap Horn, ce qui correspondait à un vrai trophée pour lui. Concernant les objets, il y a aussi la bougie. Selon des croyances anglaises, si une bougie a une flamme bleutée, c'est le présage de mort en mer. On fera en sorte qu'une bougie ne brûle pas jusqu'au bout pour ainsi préserver la vie d'un marin. Ensuite, les jeux de cartes. Alors, les jeux de cartes sont interdits à bord des navires car ils créent des bagarres, mais aussi, selon les croyances et les superstitions, des intempéries et de la malchance. Christophe Colomb a dû jeter à la mer son jeu de cartes durant sa quête sur la route des Indes car la mer était démontée et les vents en rafale. Les éléments se sont calmés à la suite de son geste. Et des exemples comme ça, on peut en avoir plein. Alors les chaussures, en Angleterre, jeter des vieilles chaussures vers un bateau quittant le port est bon présage. En France, ça empêche le bateau de revenir. Donc vous voyez, c'est pas la même chose. Hein. Quand on jette des chaussures, qu'on soit anglais, quand on jette des vieilles chaussures vers un bateau, ça ne veut pas dire la même chose que lorsque, en France, on fait la même chose. Hein. Comment ça, le bol? De quel bol tu parles, Agnès? Le bol, bah, chez les Anglais. Quand tu retournes ton bol, je l'avais dit plus haut. Donc, j'en étais aux chaussures. Alors, la cigarette. Quand on allume une cigarette à la flamme d'une bougie, on provoque au même instant la mort en mer d'un marin inconnu par noyade ou par accident. Ça, c'était une croyance à bord des bateaux. Cette croyance serait liée au fait que l'ancêtre de la Société nationale de sauvetage en mer, la SNSM, qui était la Société des hospitaliers sauveteurs bretons, créée en 1873, vendait des allumettes. Ainsi, allumer une cigarette à la bougie revenait à priver de dons la Société nationale de sauvetage en mer. Voilà. Ensuite, le couteau. Alors, tout objet en fer est le bienvenu à bord. Et le couteau possède une charge de porte-bonheur. Les Anglais plantaient un couteau dans le grand mât. L'échelle, à présent. Les Anglais pensent que passer sous une échelle est signe d'une prochaine pendaison. Le fer à cheval. Le fer à cheval, lui, il porte bonheur. Surtout s'il est trouvé par quelqu'un, par un quelconque hasard. Les marins écossais fixaient sur le grand mât un fer à cheval pour apaiser les tempêtes et éviter la guigne. Le pompon, le béret des marins de la marine nationale porte un pompon rouge que tout le monde peut toucher avec l'index gauche pour acquérir 24 heures de chance à condition que le marin ne s'en aperçoive pas. Si le marin se rend compte qu'une fille a réussi à toucher son pompon, il lui réclame un baiser en gage. Si dans une même journée, on arrive à toucher 3 pompons, cela équivaut à 3 semaines de chance. Eh oui, c'est le pompon, Agnès. Comment ça? Pas de bol, pas de clope, pas de bougie, pas de chaussures, et même pas la corde pour se pendre. Il faut savoir nager. On reviendra sur la nage tout à l'heure. Et donc, je finis avec les objets. Donc, le seau. Alors, le seau, il est très utile à bord. Et si on le perd, c'est signe de mauvais présage. Les marins anglais ne s'assoient pas sur un seau renversé. Ça porte malheur. Vous voyez ?
Euh, voilà. Donc, oui, pour en revenir à la nage. Bon, déjà, faut savoir, tu dis faut savoir nager. Eh bien, figure-toi, Agnès, que pendant longtemps, il était de coutume de ne pas apprendre à nager pour un marin, de ne pas savoir nager. Et c'est encore valable quelquefois maintenant. Hein. Tu as des marins, ou même des mariniers, c'est-à-dire des marins d'eau douce, de l'eau douce sur les péniches, sur les rivières et les canaux, qui ne savent pas nager. Alors, il y a une explication à ça dans l'histoire. Oui, le saut pour gerber, ouais, oui, oui. Ouais, mais entre autres, entre autres. Mais pour ce qui est de nager, pendant longtemps, il était de coutume de ne pas apprendre à nager. Pourquoi? Eh bien, pour la simple raison que lorsque tu fais naufrage en pleine mer, de toute façon, puisque tu es au large, que tu saches nager ou pas, tu ne t'en sortiras pas. C'est la mort assurée. En l'occurrence, si ton bateau fait naufrage lors d'une tempête, tu t'en sortiras pas, que tu saches nager ou pas. La différence entre savoir nager ou pas dans ce cas de figure, c'est que, de toute façon, si tu sais pas nager, tu lutteras pas. Tu lutteras pas et tu mourras vite. Alors que si tu sais nager, eh bien, ton instinct de survie fera en sorte que tu vas lutter. Tu vas lutter en nageant et la souffrance durera tout le temps que tu nageras, que tu essayeras de sauver ta peau, mais ce sera en vain. Et en fait, tu mourras, mais plus longtemps, tu vois, avec plus de souffrance et de douleur. Et donc, c'est pour ça que pendant longtemps, en mer, on ne savait pas nager, parce que de toute façon, valait mieux mourir vite. Tu vois? Et le chant des sirènes, Marie. Alors, on peut en parler longtemps du chant des sirènes. Ça peut même faire l'objet d'un exposé en plusieurs chapitres, hein, en plusieurs parties. Mais je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux dire par là, le chant des sirènes, Marie? Mis à part, mis à part l'épisode d'Ulysse qui se faisait attacher même au mât du bateau pour résister à l'appel du chant des sirènes. Et le chant des sirènes, ben, ça fait partie de la légende, ça fait partie du mythe, mais pour quelques-uns des marins, ça fait partie d'une réalité que bien souvent ils n'osent pas avouer, de peur qu'on les prenne pour des fous. Mais ah, tu connais pas trop. Ouais, ben le sujet est vaste. Hein. Je l'avais déjà bossé pour en faire un exposé parce que ça c'est beaucoup plus compliqué, plus vaste qu'on peut l'imaginer. Parce que ça renvoie aussi aux chimères et on peut aller loin, loin, loin dans la symbolique, mais je peux toujours remettre un œil dessus, mais en même temps, tu vois, si je vous, alors ça fait plaisir hein, de savoir que vous avez un intérêt à la chose, mais si je vous écoute tous, je vais aller chercher, enfin, je vais pas arrêter de bosser et de reprendre les bouquins, mes notes et tout ça, et puis je vais passer un temps fou, tu vois, à disserter sur les différents sujets que vous me proposez de disserter. Mais bon, ceci dit, on pourra en reparler des sirènes, mais je sais que ça me décourage d'avance parce que je sais que le sujet est très, très, très long. C'est toujours d'actualité sur les bateaux? Tu veux dire le chant des sirènes? Ben, c'est-à-dire que bon, il y a encore beaucoup de mystères, tu vois, concernant la mer et les marins. On pourrait évoquer aussi les vagues scélérates.
On pourrait évoquer les navires fantômes. On pourrait évoquer même des apparitions fantomatiques à bord de bateaux réels. Et on pourrait évoquer aussi le témoignage de certains marins concernant ce qu'ils considèrent être des sirènes ou des tritons. Tu vois, le triton étant le mâle de la sirène. Il y a des témoignages comme ça, tu vois, qui sont... on ne sait pas trop la part de subjectivité, la part d'objectivité dans ces témoignages-là, mais il y en a de nombreux. Tu vois, il y en a de nombreux. Voilà. Du coup, je continue sur ce qui fait l'objet de croyances et de superstitions des marins. Oui, bien sûr, Marie, je ne prends pas ça comme une obligation, hein, mais ça me fait toujours plaisir aussi de voir que vous avez des questions, que vous me suggérez ou me proposez des sujets. Mais en même temps, tu vois, je peux pas répondre à toutes les attentes, même si ça m'intéresse, hein. Ça m'intéresse, mais tu vois, j'ai déjà le cerveau farci par pas mal de trucs. C'est des sujets que j'ai déjà travaillé auparavant. Et pour vous les exposer là, en résumant, tu vois, en faisant un résumé, en vulgarisant, il faut quand même que je me replonge dans les dossiers, tu vois, pour pas raconter des conneries, et puis faire des résumés qui sont accessibles à tout le monde, tu vois, qui sont compréhensibles par tous. Voilà. Se couper les cheveux sur un bateau. Ouais, mais ça dépend des équipages, ça dépend des périodes, ça dépend des raisons, etc., etc. Et tous des tatoués, pas forcément, pas forcément. Bien sûr qu'on a jusqu'à la mort, Marie, et même au-delà. Tu vois? Bien sûr, bien sûr. Bon, allez, je continue. Et là, donc, dans le cadre de l'exposé sur les croyances et les superstitions, j'aborde le chapitre des végétaux, des plantes et des fleurs. Alors, l'algue, alors, l'algue, elle a des vertus de guérison telles que les brûlures, les fièvres, les morsures, etc. Alors, on l'a évoqué il n'y a pas très longtemps aussi, le varech, l'algue qu'on appelle le varech, ou bien le goémon, qui, lui, selon les croyances et superstitions, rend intelligent et protège de la foudre. Voilà pourquoi les marins en ornaient les parois de leurs bâtiments, tout simplement. L'ail aussi, dans l'Antiquité, l'ail est utilisé pour éloigner la malchance. L'ail éloigne les tempêtes et les monstres aquatiques. Il donne du courage et de la force et se débarrasse de la vermine. Les fleurs coupées. Alors, les fleurs sont utilisées à l'élaboration des couronnes funéraires et sont jetées à la mer lors du décès d'un marin. Il est souvent déconseillé d'en amener sur un bateau au risque de provoquer la disparition du marin lors de son prochain voyage. Voilà. Sinon, les objets divers, les sujets divers et variés, vous avez aussi l'âme. Alors, les marins sont convaincus que le bateau est doté d'une âme. Les Anglais ont pour habitude, dans leur propre langue, de ne pas donner de masculin ni féminin pour des objets inanimés. Or, pour les bateaux, ils disent he, c'est-à-dire il, ou she, c'est-à-dire elle. La plupart du temps, c'est au féminin, comme d'une personne humaine. Alors, vous avez l'appel du marin. Alors, n'appelez jamais un marin au moment de son départ. Ne jamais l'interrompre, sinon un grand malheur s'abattra sur lui en mer. Courez plutôt à sa rencontre pour lui parler ou lui donner un objet
face à face. L'argent. Alors, tout bateau d'époque a sous son grand mât une pièce d'or, ce qui a pour but d'éloigner la malchance et les encombres. Il était courant de jeter une pièce d'argent avant tout grand voyage afin de s'attirer les grâces de l'océan. Cette pratique était aussi utilisée en cas de calme plat, ce qui permettait de faire revenir le vent. Souhaiter bonne chance. Alors, il ne faut jamais souhaiter bonne chance à un marin en train de s'embarquer. Cela attirerait la déveine durant toute la traversée. Quant aux chants, les marins, arrivés près du Cap Horn, chantaient à pleine voix au labeur, craignant d'entendre un chant autant redouté que délicieux, celui des sirènes qui cherchaient à les attirer dans les entrailles de l'océan. Donc tu vois, Marital, on aborde, voilà, on aborde le thème. Cependant, les marins ne chantaient pas que en passant le Cap Horn et ne chantaient pas que pour éviter d'entendre la voix des sirènes. Le chant était coutumier à bord, était une pratique ordinaire, était fréquent. Le chant déjà servait, comme on l'a vu, à rythmer le travail à bord. Chaque tâche à bord du bateau, en particulier au gréement, était chantée. Chant à hisser, chant à virer au cabestan, chant à virer au guindeau, chant à pomper, chant à pelleter le sel dans les cales lorsqu'on faisait saler la morue, et aussi ce qu'on appelle les chants du gaillard d'avant, c'est-à-dire les chants qui étaient des chants de loisirs, de détente, chantés à l'avant du bateau, sur le pont avant, qui s'appelle le gaillard d'avant, où bien souvent les marins qui n'étaient pas de quart, qui n'étaient pas affiliés à une tâche, eh bien, se retrouvaient pour, voilà, tout simplement, la détente, le plaisir, et au travers de leur chant, évoquer celles et ceux qui étaient restés à terre. Alors, on a aussi les cheveux. Je ne sais plus qui m'en parlait dans le chat. Selon les croyances et les superstitions, le marin ne doit pas se couper les cheveux à bord d'un navire, car cela ferait lever des tempêtes. Par contre, le marin qui se coupe les cheveux pendant une intempérie pourrait avoir une très bonne surprise en revenant à son foyer. Les insultes et les jurons. Alors, en général, on ne jure pas à bord d'un navire. Ça porte malheur aux pêcheurs. D'après la croyance, le poisson s'enfuit. Vous avez aussi le mardi et le vendredi. Il y a des jours de la semaine comme ça qui sont détestés particulièrement par les pêcheurs. Et le mardi et le vendredi, eh bien, évoquent pour eux des risques d'intempéries et de naufragés. De nombreux capitaines préfèrent retarder un départ et partir le dimanche. Ensuite, tu dis sacre bleu, Marie. Sacre bleu. Dans l'ancien temps, dans le passé, dans l'histoire, on disait pas sacre bleu, on disait palsan bleu. Palsan bleu en un seul mot, palsan bleu, mais qui veut dire en 3 mots, en 4 plutôt, par le sang bleu. Et le sang bleu, qui c'est le sang bleu? Eh ben, le sang bleu, c'est le sang des nobles. C'est le sang de la noblesse et de la royauté.
tu vois. Donc, oui, donc sacre bleu, en fait, ça vient de pas le sang bleu, par le sang bleu. Et c'était l'expression qu'employaient les marins, bah, tu vois, jusqu'au milieu milieu fin du 19e, 20e siècle, quoi, tu vois. Ouais. Alors que Barbe Bleue, non. Mais pas le sang bleu, oui. Alors, je continue. Donc, j'en étais au jour de la semaine. Euh, et il y a aussi une pratique qui fait l'objet de croyances et de superstitions, c'est de pincer un marin. La vie d'un marin était tellement aléatoire que durant des siècles, même ceux qui revenaient au port sains et saufs étaient soupçonnés de n'être plus du monde des vivants. Pour s'assurer donc que le marin était réel et non pas un fantôme, il fallait le pincer. De nos jours, on touche leur pompon rouge, et chez les Anglais, on touche le col. À présent, siffler. J'en ai bientôt fini. Alors, siffler, c'est totalement interdit à bord d'un bateau, car cela ferait lever des vents incontrôlables et attire le diable. En revanche, le marin peut siffler à terre. La seule personne qui était autorisée à siffler à bord d'un bateau, c'était le cuistot. Parce que tant qu'il sifflait, il ne pouvait pas manger les provisions du bord. Vous voyez bien comment ça se passe? Voilà. Et donc, tiens, pour en revenir aux sirènes, parce que je parlais, oui, j'évoquais les bateaux fantômes et puis aussi les esprits des marins qui hantent les bateaux. Eh bien, les sirènes, elles, hantent les océans depuis la nuit des temps. Alors, ce n'est pas forcément des créatures mauvaises, hein. Parce que justement, Marital, si tu m'écoutes toujours, lorsque j'évoquais ça tout à l'heure, en parlant des marins d'aujourd'hui, qui témoignent que justement, ils ont été sauvés de la noyade ou de complications en mer par l'intervention de ce qu'ils appellent des sirènes ou des tritons. Tu vois? Donc, voilà, les avis sont partagés selon les croyances, les superstitions ou les témoignages contemporains. Tu vois? Et donc, bon, d'après ces croyances-là, ancestrales, elle est d'une beauté extraordinaire, et le bas de son corps qui est en forme de queue de poisson, quoi. C'est un être mi-humain, mi-poisson. Donc, d'après les mythes et les légendes, elle chante magnifiquement bien, et elle a une voix en or qui vous séduit, qui vous hypnotise, et c'est là que l'homme est très sensible, et tellement sensible à ce merveilleux chant qu'il plonge pour la rejoindre et se noie. Donc, comme je vous disais, ça renvoie à Ulysse qui dans la Méditerranée, lors de ses voyages, fit boucher les oreilles de ses marins par de la cire quand son bateau traversait une zone des sirènes. Et lui s'est fait attacher au mât. Et il est le seul à avoir entendu le chant irrésistible des sirènes, et d'ailleurs, le seul aussi à en être sorti vivant. Voilà. Et puis, pour finir avec ce chapitre, eh bien, ce sera le tatouage. Le tatouage qui était une protection puissante que portaient à l'origine les mauvais garçons ou les marins. Les marins se bardaient de tatouages, surtout sur le cœur et sur les bras, en signe de puissance. Mais là encore, il ne faut pas faire de généralité, quoi, parce que tous les marins n'étaient pas obligatoirement tatoués et n'étaient pas obligatoirement tatoués sur le cœur ou sur les bras.
Voilà. Ainsi s'achève cet exposé pour aujourd'hui. Il est 14h39. Vous m'avez prêté vos oreilles, je vous les rends.